Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 33 de Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Zut, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas enregistré, j'ai failli foirer l'intro. Ça va Laurent ? Bonjour à tous, oui, ça va bien, j'espère que tout le monde va bien. Magnifique. On change pas la team, donc on a Laurent qui est notre expert SAV. Moi, je m'appelle Johan, je fais des vidéos tutos dans le domaine du SAV. Et puis aujourd'hui, c'est un épisode assez intéressant. On réagit en fait à un article de la France Agricole. Donc là, au moment où on est en train d'enregistrer, on est le combien ? J'ai pas la date. Moi, j'ai toujours du mal. Le 4 juillet. C'est ça, le 4 juillet. Le jour de l'indépendance américaine. Ouais, voilà, magnifique. Et donc, la France Agricole a sorti un article qui dit les agriculteurs sont-ils trop rudes avec leurs concessionnaires ? Donc, le thème de l'épisode aujourd'hui, c'est marre de me faire engueuler. Parce que dans le SAV, on a tous connu ça. Et moi, quand j'ai lu l'article, ça m'a pas surpris. J'ai fait 14 ans de SAV sur le terrain. Je me suis fait toujours engueuler. J'allais dire, c'était plus rare quand je me faisais pas engueuler que l'inverse. Donc, ça m'a pas surpris. J'ai plein de choses à dire là-dessus. Mais parole à toi, Laurent. Quand on dit ça, marre de se faire engueuler, comment ça se fait, quoi ? Comment ça se fait ? Comment se fait-il que quand on est dans une relation professionnelle, on en arrive à des débordements d'émotions tels que ça finisse par devenir vraiment insupportable pour tout le monde, d'ailleurs, pour celui qui est en colère, pour celui qui reçoit. Il n'y a aucun intérêt, c'est absolument pas constructif. Et pourtant, ça se produit, et ça se répète, et ça continue. Et plus la période est difficile, plus il y a une tension sur le marché, plus on a du mal à vendre des machines, plus les clients mettent du temps, soit à acheter, soit à se faire financer, voire eux-mêmes ont du mal à se faire financer. Et que ce soit sur des marchés agricoles, BTP, manutention, des marchés industriels, de machines industrielles, ou des marchés dans le monde du médical ou autre, en fait, la difficulté, c'est ce qu'on retrouve derrière, c'est que plus le marché se tend, et plus les entreprises ont tendance à avoir un comportement uniforme qui est de mettre de la pression sur les gens, de mettre de la pression sur les commerciaux pour essayer de vendre, d'atteindre les objectifs, alors que le marché peut être relativement atone et puis en fait il n'y a pas la place. Et comme toutes les entreprises font ça, ou presque, tous les commerciaux de toutes les entreprises viennent se battre chez les mêmes clients. Et on a des comportements qui sont un peu plus agressifs dans des deux côtés. On a une pression financière qui fait que les marges s'écrasent de plus en plus. Donc en fait, en faisant ça, tout le monde joue contre son camp. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et on retrouve ça dans l'activité de service, dans le SAV, parce que les clients sont plus tendus. Ils veulent en général faire durer les équipements plus longtemps, faire le minimum de maintenance dessus, de préventif et autres, pour que il faut juste que ça tienne, quoi, en dépensant le moins possible. Et donc chaque panne, chaque arrêt c'est une catastrophe, parce que eux-mêmes courent après des revenus, donc cherchent aussi eux-mêmes à vendre auprès de leurs clients qui sont eux-mêmes en difficulté. Donc toute la chaîne en fait souffre de cette tension financière et de cette difficulté à se développer, à atteindre les objectifs que chaque entreprise a pu se fixer. Et donc ça met de la tension humaine. Ça se retrouve dans les émotions qui sont là, et qui prend la foudre en premier, le petit gars ou la petite jeune fille qui arrive pour dire attendez, moi je viens vous aider, je viens vous dépanner, et là ça part. Donc c'est normal qu'on en ait marre. Ouais, ça c'est intéressant, et c'est ce qui est dit dans l'article en fait, c'est que le contexte économique crée cette tension, parce que le client est très peu certain de son année, est-ce qu'il va réussir à rentrer de l'argent quand on est dans l'agriculture, est-ce que la récolte va être bonne, on le sait jamais, on le sait que quand c'est le moment de la récolte, et encore que c'est avec les marchés mondiaux maintenant. Bref, pareil dans le TP, c'est compliqué aussi en ce moment. Mais du coup, ce qui se dit dans l'article, c'est que comme c'est financièrement difficile, les clients ne font pas les entretiens, et du coup, comme ils font pas les entretiens, ils ont des pannes plus souvent. Et du coup, comme il y a une grosse tension déjà, la panne elle arrive, donc c'est encore plus de tension, vite, faut être réparé. Ça arrive sur le technicien a un max de tension, parce qu'en plus chez lui c'est galère aussi, parce que on n'est pas sûr d'avoir assez de ventes et tout, machin. Donc ouais, ça fait flipper tout le monde, et tout le monde s'embrouille à cause de ça. Ok, je le comprends, et c'est sûr, c'est comme ça que ça se passe. Et je trouve que c'est aussi une fausse excuse, parce que, ok, le contexte économique, moi je prends le secteur que je connais par cœur, l'agriculture, tous les 5-8 ans ça tourne comme ça.
C'est-à-dire, il y a toujours une grosse galère, et puis quelques années après, ça repart. Et moi, dans ma carrière, j'ai connu les années où ça fonctionnait bien, et ça change pas, on se fait toujours engueuler, en fait. Et je parlais avec un gars qui fait de l'irrigation. L'irrigation, c'est toujours comme ça. Les gars vont arroser leur parcelle. C'est un job de fou furieux, c'est horrible de faire ça. Il faut y être H24, 7 jours sur 7. C'est comme l'élevage, c'est encore pire. Et donc, quand c'est terminé, ils rangent leur machine à irrigation. Ils veulent plus en entendre parler. Ils font pas les entretiens. Et quand ça recommence, leur machine tombe en panne. Ils gueulent parce que si t'arroses pas, tu perds du rendement, mais énormément. Et en fait, et ce que je veux dire par là, voilà, c'est que le contexte économique, il fait pas tout quand même. Là, tu vois, moi, je l'ai connu sur le terrain, je me faisais engueuler, même quand on vendait super bien. Le gars, il fait de l'irrigation, que ça soit cette année ou l'an dernier, ou peu importe, c'est toujours pareil. Les mecs n'entretiennent pas leur machine, ça pète, ils sont pas contents, ils se font engueuler. Et puis le SAV, il court partout parce que faut aller chez tout le monde en même temps. Et ce que tu soulignes très fortement et qu'il y a derrière, c'est la relation, en fait, que chacun peut avoir avec ses équipements. On pourrait, si je peux faire un parallèle, on pourrait se dire, finalement, quand j'achète par exemple une voiture ou un vélo ou en tout cas un moyen de transport, j'ai conscience que je vais devoir l'entretenir si je veux pouvoir l'utiliser chaque fois que j'en ai besoin. Parce que si je ne le fais pas, le jour où forcément, là, ça va tomber en panne le jour où j'ai un rendez-vous urgent, où je dois aller absolument dans un délai très court quelque part. Et forcément, ça va me mettre dans un état émotionnel pas très agréable. Et cet état émotionnel, je sais plus ou moins bien le gérer. Et si je sais pas très bien le gérer, je vais le défouler sur la première personne qui va tomber entre mes pattes, qui en plus elle-même est pas forcément très bien formée à savoir gérer ces émotions-là, et ça va partir en cacahuète assez rapidement. Donc soit on va s'engueuler, soit il y en a un qui va gueuler plus fort et l'autre qui va rien dire, mais qui sera très très frustré de cette relation. Et c'est absolument destructeur. En quoi je devrais, moi, technicien d'un service après-vente, être joyeux de venir prendre la foudre pour sauver une situation, alors que j'en ai plein d'autres qui ont besoin aussi d'être sauvés, qui ont aussi besoin que je vienne réparer leur matériel, et qui peut-être, eux, se comporteront de manière un peu plus sympathique. On peut dire ça d'un côté, mais de l'autre côté, dans la plupart des entreprises, celui qui crie le plus fort, c'est quand même celui qui en a le plus. Donc, il y a aussi quelque chose de culturel dans le fait que quand on râle, on a une chance d'obtenir quelque chose, et que celui qui dit rien, c'est pas forcément sûr qu'il obtienne ce qu'il veut. C'est vrai. Donc, on a un mélange de choses qui, effectivement, comme tu le dis très bien, ne dépend pas que de la conjoncture économique. La conjoncture économique, elle ne fait qu'amplifier, que renforcer, qu'accélérer, que rendre plus visible ou plus fort ce qui est déjà là. Donc, ok, je fais le constat que j'ai une clientèle dont peut-être 10, 20, 30, 40% sont des râleurs, sont des personnes qui émotionnellement lâchent fortement les chevaux. La question qui est derrière, je pense, c'est comment, en tant qu'entreprise, on protège ses équipes, on protège ses collaborateurs de ça. Parce que c'est quand même ça l'enjeu. Parce que si je laisse mes équipes aller se confronter à des clients râleurs, plutôt rudes, plutôt violents verbalement, à un moment donné, ils vont en avoir marre et puis ils vont s'en aller. Ils iront voir ailleurs. Peut-être même qu'ils changeront de secteur d'activité en pensant que l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Ce qui est vrai, il y a des secteurs où c'est moins passionnel, hein, l'agricole ou des secteurs assez passionnels. Non pas qu'on ne soit pas passionné dans les autres métiers, hein, c'est pas ce que je dis, mais ça s'exprime de manière plus forte, beaucoup plus violente. Donc tous ceux qui ont connu ces métiers-là vont comprendre très vite de quoi je parle. Je veux dire, c'est ce qui est dit d'ailleurs dans l'article, là, c'est que justement le milieu est tellement dur que des employés accomplis, ils finissent par partir pour changer carrément de branche parce qu'ils en ont vraiment marre. Ouais. Et j'ai été à un salon où il y avait un peu de gens du travaux public. Et j'ai rencontré par hasard un ancien technicien agricole qui est dans le travaux public. Il m'a dit, mais c'est quand même vachement différent. Et aussi, c'était Fort Expo. Voilà, ça faisait du matériel forestier. Enfin non, justement, je me trompe. C'était quelqu'un justement qui était chez un acteur du matériel agricole qui est maintenant dans le matériel forestier. Il m'a dit, mais c'est le jour et la nuit, la façon dont on est traité par les clients. Voilà. Moi, j'étais surpris, quoi. Je lui ai demandé pourquoi. Il y a plusieurs facteurs, mais notamment c'est un peu l'absence de passion, d'être vraiment accroché à un truc. Il y a aussi le fait que les chauffeurs qui utilisent les machines ne sont pas les propriétaires, et ça change tout
vraiment tout, que dans l'agriculture, c'est vrai que pratiquement 99% des gens à qui on a affaire sont les gens qui vont utiliser les machines qui tombent en panne et qui sont vraiment reliés financièrement à ces machines et qui, voilà, ça aussi, ça n'aide pas, j'imagine. Oui, 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 clairement. En fait, dans le monde agricole, on a quand même une spécificité particulière. C'est que, comme tu le dis, c'est le propriétaire qui est en général sur la machine, et c'est une espèce d'intersection entre le marché professionnel et le marché des particuliers. On est entre les deux, puisque c'est un peu comme l'artisanat. On a un professionnel qui a un savoir-faire très très particulier, très spécifique, et ce professionnel utilise ses outils lui-même. Il ne les confie pas à des collaborateurs qu'il a embauchés. Alors bien sûr qu'il y a des exploitations qui ont beaucoup de monde et qui ont aussi des collaborateurs, mais globalement, on tisse un trait un peu grossier. Ce sont quand même plutôt ça. Ce sont des personnes, alors les générations heureusement évoluent, mais qui n'ont pas forcément appris à gérer une entreprise en tant que telle, qui ont appris sur le tas, par la transmission en général de la génération précédente, par éventuellement des accompagnements de leur chambre syndicale ou de groupements divers et variés, mais qui n'ont pas forcément fait ce chemin-là, qui ont appris sur le tas. Et donc, la gestion des émotions, ça fait pas partie du cursus. Il n'y a pas eu de montée en compétence là-dessus. En tout cas, elle a été plus ou moins hasardeuse. Et donc, quand ils sont en colère, ils le disent. Et ils le disent plutôt violemment. Et ils font très vite un raccourci entre le problème qu'ils rencontrent et la contrainte financière que ça provoque. Et si, en plus, ils sont dans un schéma où financièrement c'est difficile, on peut comprendre que ça monte très vite, que la tension monte très vite. C'est pas pour ça que c'est acceptable. Okay, ça explique, mais ça ne rend pas la chose acceptable. C'est pour ça, pour moi, que les entreprises qui ont des équipes doivent faire en sorte de les protéger. C'est fondamental. On peut pas compter que sur l'évolution du marché, même si on voit bien que dans les générations qui arrivent, elles sont mieux formées à ce type de choses, elles ont appris à mieux gérer, elles sont un peu plus à l'aise avec la tension financière, on va dire, et sur ce qu'elles peuvent faire ou pas dans ces moments-là, et un peu plus à l'aise aussi dans la relation entre un client et un fournisseur. Ça se structure un peu mieux. Donc, mais on peut pas attendre que ce soit vrai partout. En attendant, on a quand même des équipes sur le terrain qui prennent la foudre. Donc, comment on les protège? En fait, il y a deux chemins très importants qui doivent être faits en même temps. Et juste avant de les donner, il y a un petit préambule. Ce qu'on a fait avant le moment de tension compte énormément. Si on a construit une relation solide avec les clients, au moment où il y a des tensions très fortes, il se trouve qu'ils sont moins virulents. On a toujours un peu plus de mal à gueuler sur quelqu'un qui nous est sympathique. C'est toujours plus compliqué, avec qui on a tissé du lien. Donc, le préambule, c'est celui-ci, c'est qu'est-ce que vous avez fait jusque-là avec chacun de vos clients, quelle relation vous avez construite, quelle importance vous avez donnée à la relation. Et est-ce que c'est juste une cash machine? Vous allez vendre quelque chose, vous récupérez l'argent, vous en allez. Ok, c'est un chemin, j'ai pas de jugement là-dessus, mais ça construit pas. Ou est-ce que vous avez fait l'effort de tisser vraiment des liens, de leur rendre réellement service, de cadrer quand ça débordait, d'avoir posé des limites claires, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ou pas. Si vous avez bien posé ça, au moment où la crise arrive, ce sera plus facile à gérer. Et j'allais dire, par exemple, moi j'adore cette citation, c'est de quand date la dernière fois où vous les avez appelés sans rien avoir à leur vendre, par exemple. Voilà, exactement. Exactement. Quelle relation on a eue non commerciale? Est-ce que, régulièrement, pour continuer sur ton exemple, est-ce que régulièrement, je fais passer quelqu'un de l'entreprise, pas forcément le commercial, ça peut être le responsable technique, ça peut être un inspecteur technique, ça peut être un technicien, qui profite, qui n'est pas très loin, pour aller saluer le client, voir un peu comment les choses se passent, donner un ou deux conseils d'utilisation, d'ailleurs, en fonction de ce qu'il entend, prendre note que peut-être à un moment donné, ça serait bien de venir refaire une petite passe de formation, une petite passe de graissage, une petite passe de ceci ou de cela, parce que j'échange et que je suis pas là pour vendre, je suis juste là pour parler, comprendre comment ça se passe chez ce client-là. Voilà, ça c'est des petits exemples, des façons de faire. Si je l'ai fait avant, quand arrive le moment de crise, ça se passe nettement mieux. Si je l'ai pas fait, il me reste donc deux schémas, deux espaces de jeu. Le premier, c'est d'avoir mis en place des process, des procédures, de manière à ce que mes équipes puissent s'abriter derrière la procédure. Pas se cacher, mais s'abriter. De dire,
Oui, tu te rends pas compte, tu veux absolument que je t'ai signé un document, moi je suis en panne, je veux que tu viennes tout de suite, tu viens et puis on verra après. Dans le on verra après, on entend très clairement que c'est pas certain qu'on soit payé. Donc là, les personnes au téléphone, que ce soit le technicien, que ce soit les assistants, que ce soit la planification, le coordinateur, enfin ça dépend comment on est structuré, doivent tenir bon. La procédure, c'est la procédure. C'est pas moi qui veux absolument que tu signes le devis. C'est que chez nous, ça se fait comme ça. Oui, mais ça se faisait pas comme ça avant. Oui, c'était avant. Aujourd'hui, ça se fait comme ça. Alors, je le fais volontairement un peu court, hein. Mais c'est ça le chemin. C'est de dire la procédure, elle sert à protéger les personnes. Parce que si jamais j'y vais, je me démène comme un dingue, je résous le problème, et à la fin le client dit, ben moi je paierai jamais cette facture. À quel moment je me sens valorisé en tant que technicien de m'être démené comme un dingue pour résoudre son problème à ce client-là? Quelle va être mon envie la fois suivante d'aller le voir et de le dépanner? Comment je vais être reçu dans mon entreprise parce que j'ai pas respecté la procédure? Ça, je veux bien l'entendre, mais ça change rien. Le mec va quand même m'engueuler. Ou la fille, hein, peu importe. Bon, oui, bien sûr, oui, c'est homme ou femme, c'est pas le sujet. C'est vraiment simplement la personne qui est là et qui est pleine d'émotions. Et donc, c'est le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est comment j'ai accompagné mes équipes à gérer les émotions, à être capable de réagir et de ne pas prendre les choses personnellement. Je cite souvent dans mes formations, dans mes accompagnements, je parle souvent des accords Toltec. D'ailleurs, j'ai fait un long article sur mon blog qui est extrêmement lu. C'est assez étonnant. Pour expliquer finalement, les accords Toltec, pour ceux qui ne les connaissent pas, en gros, c'est quatre grandes phrases, quatre grandes façons de penser, dont l'une dit que ce n'est jamais personnel. Et c'est important dans ces moments-là de l'intégrer dans sa philosophie de vie. Un client qui m'engueule, c'est pas moi personnellement qu'il est en train d'engueuler. C'est la situation qui le met sous tension et il reproche à mon entreprise peut-être de pas bien faire ceci, de pas bien faire cela, de pas avoir la pièce disponible, d'être intervenu un peu trop tard, de ne pas avoir fait que la panne n'arrive pas, de ne pas lui avoir donné les bonnes informations. Enfin, 1000 choses qu'il peut nous reprocher, mais il les reproche à mon entreprise, pas à moi personnellement. Sauf que quand je suis face à quelqu'un qui est en colère, ou c'est violent, j'ai tendance à prendre les choses un peu personnellement. Et ça dépend de mon parcours de vie, ça dépend un peu de mon éducation, de la façon dont moi j'ai appris à gérer ça. Une entreprise ne peut pas compter sur le fait que ça se soit fait tout seul. Que on a de la chance, ce technicien-là était dans un environnement où il a réussi à apprendre à gérer correctement toutes ses émotions. Non, ça peut pas fonctionner comme ça. De la même manière que pour toutes les autres compétences, on comprend bien qu'il faut les former et les accompagner. Donc pourquoi la compétence émotionnelle ne ferait pas partie du package? Donc ça, c'est le deuxième point qui est très important, c'est que qu'est-ce que je mets en place régulièrement? Parce qu'il suffit pas d'une formation une fois. Il faut mettre en place la formation, les faire monter en compétences relationnelles, en empathie, en capacité d'écoute, en gestion des émotions fortes, en capacité à reformuler tout ça, à le digérer et à revenir sur des éléments factuels, des endroits où on est confortable, pouvoir discuter, trouver des solutions. Donc tout ça, ça s'apprend et ça s'entretient. Et c'est bien de la responsabilité de l'entreprise, hein, qui occupe son personnel, de mettre en place des formations qui ne soient pas que techniques. Un technicien n'a pas besoin que de formation technique. Bien sûr qu'il en a besoin, il doit être toujours à la page, mais il doit être aussi à la page de la technique de la relation humaine. C'est pareil, on peut le prendre sous l'angle technique si on veut. Ok, mais ça en fait partie. C'est exactement ce que j'allais te dire. Ça, c'est mal reçu parce que c'est pas technique. Déjà par les dirigeants, par les chefs et aussi par les techniciens. Et l'histoire veut que quand j'étais salarié, j'étais responsable d'une équipe de formation technique. Donc nous, il y avait 2 formations techniques. Nous, on était celles qui produisaient les documents et qui formaient les collègues. Et les collègues, eux, allaient au contact des techniciens de concession. Et un jour, notre chef a eu une bonne idée. À l'époque, moi, je ne comprenais pas trop l'intérêt de ce truc. Mais depuis qu'on fait les podcasts avec Laurent, maintenant, je me dis, c'était une super bonne idée. C'est-à-dire qu'on avait fait des formations sur je sais plus, il y avait 7 profils clients, donc le gentil, le tout le temps en colère, le stressé, le gars qui veut pas payer, enfin tu vois, ce genre de choses. Alors, on a préparé ça, on s'est fait former et tout, et quand on est arrivé devant nos collègues, on s'est fait démonter, quoi, parce que pratiquement, alors peut-être pas nos collègues en interne, c'était peut-être les moins pires, comme j'aime bien dire, mais quand même, à chaque fois, ils disaient, ouais, ils nous écoutaient en nous regardant, genre, non, mais ils vont nous apprendre ça et tout. Et alors, quand on allait au devant des techniciens, mais laisse tomber. Eux, ça durait en plus rien du tout,
une heure, je pense. Et les mecs, ils disaient tous qu'ils avaient perdu leur temps et qu'on se moquait d'eux, quoi. Ils étaient pas venus là pour ça. Bah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Parce que on ne forme pas à la relation humaine en une demi-heure avec des PowerPoint, en expliquant conceptuellement ce qui se passe dans leur métier. C'est juste impossible. Enfin, le faire comme ça mène nulle part. Ça va nulle part. Ton exemple est très parlant. À quel moment je vais faire évoluer le comportement de quelqu'un qui a été comme il est toute sa vie, que ce soit une jeune vie de 20, 22, 23, 25 ans ou 50 ans, en 30 minutes d'explication conceptuelle. Bien sûr que non, jamais de la vie. Alors, je peux prendre l'exemple des formations que je fais. Quand je forme des équipes techniques, c'est toujours à travers des mises en situation réelles, concrètes, de ce que eux vivent. C'est eux qui viennent avec leur situation. Bien sûr qu'il y a un peu d'apport conceptuel sur les bonnes façons de faire les choses, mais il y a aussi des apports qui viennent des neurosciences, qui viennent de la psychologie, qui viennent des sciences sociales, de la psychodynamique du travail, tout un tas d'éléments comme ça dont le concept est important, qui doit être vulgarisé, ramené à être compréhensible par tout le monde, et ensuite posé sur la table de façon ludique, de façon amusante, en collant à la réalité 100%. Et c'est ce qui fait que les équipes techniques que je forme, en 3-4 jours, on bouge les lignes des comportements, et ensuite, il y a un suivi à la fois par les managers internes, que j'ai aussi formés, et donc qui viennent rechallenger certaines positions, aident l'équipe technique à décortiquer ce qu'elle vit dans une autre situation, un autre contexte par rapport à tout ce qu'on a vu. Et puis, je vais revenir, on va réanimer de temps en temps des ateliers, des petits séminaires où on va travailler certaines choses un peu spécifiques, faire des feedbacks particuliers, travailler sur des morceaux de comportement un peu exceptionnels sur lesquels on n'a pas su faire, et ainsi de suite. Et sur une échelle de temps qui va sur quelques mois, on bouge toutes les lignes et on met les équipes en capacité de gérer toutes les situations, quelles qu'elles soient, sans le prendre personnellement, et en étant en capacité de ramener le client dans une zone où on peut discuter, quel que soit le contexte. Et après, quand on est sur des éléments factuels, on sait faire. Les équipes techniques, elles ont les solutions. La question, c'est pas les solutions, c'est d'arriver jusqu'au moment où je vais pouvoir parler de la solution. Et de faire en sorte que derrière, quand je m'en vais, même si le problème n'est pas techniquement 100% résolu, le client est satisfait. Ce que veulent les clients, c'est qu'on traite leurs vrais problèmes. Et le vrai problème n'est pas que technique. Yeah. C'est marrant, je crois que c'est l'épisode qui sort la semaine prochaine. Là, il y avait un short aujourd'hui à propos de ça. Ce genre de formation et d'accompagnement, j'allais dire, c'est comme tout, ça devrait être pratiquement infini. Il faut y revenir régulièrement. Qu'est-ce que tu conseilles de faire de ton côté? Parce que c'est vraiment un truc, et pour avoir beaucoup lu sur le sujet, notamment les accords Toltec, avec ma femme aussi, on en parle beaucoup. On se rend compte qu'en fait, il y a vraiment très peu de monde qui est capable de faire ça. Il y a vraiment très peu de gens qui sont capables de rien prendre personnellement, plus tout ce qu'il y a derrière, parce que c'est énormissime. Donc ouais, pour moi, c'est un truc presque infini qu'il faut rappeler un peu régulièrement, parce que tu changes pas du jour au lendemain et tu reviens vite dans tes ornières, quoi, clairement. Oui. Mais, en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a développé telle ou telle compétence? On sait faire ou on sait pas faire quelque chose. On l'a appris. On a appris conceptuellement, intellectuellement, factuellement, dans des mises en situation. En tout cas, on a appris à faire. La deuxième chose qui fait que on sait le faire, c'est la pratique. C'est le fait de s'entraîner, de faire et de refaire, et puis de tromper, et puis d'apprendre de pourquoi on s'est trompé, et on recommence, et on réessaie, et on finit par y arriver, de faire et de faire et de faire. Il n'y a aucun sportif de haut niveau qui soit de haut niveau sans entraînement. Ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Donc, tout d'un coup, on voudrait que nos équipes sachent faire quelque chose qu'elles n'ont jamais apprise du jour au lendemain dans des situations de crise. C'est juste impossible. En période de crise, ce qui va se dérouler, c'est votre naturel. Donc, il faut avoir construit un autre naturel. Comment vous avez construit le précédent? Par la répétition, par l'entraînement, par le fait de faire et de refaire les choses. De la même manière, ça devient naturel. Et bien là, il s'agit d'amener nos équipes, que ce soit les techniciens, que ce soit les assistants au téléphone ou au support en ligne, ou les inspecteurs techniques ou les chefs d'atelier, enfin tous ceux qui sont confrontés à des clients parfois pénibles, parfois excessifs,
à transformer petit à petit leur naturel. Pour que dans leur naturel, alors, je prône pas que la philosophie des accords Toltec, mais c'est quelque chose qui est intellectuellement assez facile à comprendre et très compliqué à mettre en œuvre, comme tu l'as dit. Mais en même temps, ça permet quand même de se dire, ouais, c'est vrai que quand je regarde bien dans le détail, c'est jamais personnel. Dans mes relations professionnelles, c'est jamais personnel. C'est pas à moi personnellement qu'il en veut. C'est la situation, le contexte et les conséquences de ce contexte, de ses impacts. Donc, mais ça demande quand même un petit travail sur soi. Et ce travail sur soi, il faut l'accompagner. Alors parfois, j'ai parfois des entreprises qui me disent, oui, mais enfin quand même, j'ai recruté un gars, il a de l'expérience, c'est quand même pas à moi de lui apprendre comment se comporter. Ça dépend de mes enjeux, ça dépend de ce que je veux, quelle est la qualité de service, à quelle hauteur je positionne la qualité de mon service. Si je veux être dans les services premium, et c'est relativement important aujourd'hui, où quand les marchés se tendent, c'est le service qui est sollicité, donc j'ai intérêt à être plutôt bon dans mon activité de service, et être bon, ce n'est pas que techniquement, c'est être bon dans les relations et dans mes process, dans la façon dont on fait les choses. C'est fondamental. Nous sommes des animaux humains, et donc nous sommes des animaux sociaux. Donc la relation, elle est juste fondamentale. Mais ça s'apprend, la relation, c'est pas quelque chose d'inné. C'est ceux qui l'ont, qui ont la chance d'être aujourd'hui hyper à l'aise dans leur relation, ils l'ont simplement appris. C'est juste qu'ils ont eu la chance que ça commence petit, que leur environnement familial, scolaire, amical a fait qu'ils ont pu développer ces compétences-là. Donc évidemment, à l'âge adulte, c'est facile. Ouais. Exactement. Tout le monde n'a pas été dans ce contexte-là. Donc l'entreprise a son rôle à jouer, de dire, comme pour toutes les autres compétences techniques, informatiques, de langue, toutes les autres compétences que je mets dans un grand ensemble que je trouve assez technique, eh bien, les compétences relationnelles doivent être travaillées. Ce qui est parfois un peu paradoxal, c'est que c'est pas par manque d'information. Les dirigeants d'entreprise, d'une manière générale, voient bien que la question des soft skills, elle est partout. Ces fameuses, c'est un grand package, les soft skills. C'est toutes les autres compétences qui ne sont pas des compétences hard, c'est-à-dire techniques, du savoir-faire. Donc, ça va être toutes les compétences autour du savoir-être, l'empathie, l'écoute, la capacité à s'adapter, l'esprit critique, la capacité à prendre du recul, la capacité d'auto-analyse, la connaissance de soi, la capacité à gérer les émotions. Voilà, tout ça, ça fait partie de ce grand package des soft skills. Eh bien ça, c'est encore une fois quelque chose qui doit être accompagné et ça doit être un projet d'entreprise. L'entreprise doit se dire, dans mon plan d'évolution des compétences, je dois inscrire mes équipes techniques, mes équipes d'atelier, mes commerciaux, parce que tous les commerciaux ne sont pas capables de gérer correctement les émotions. Attention, c'est plus présent dans leur cursus, donc forcément ils savent beaucoup mieux le faire en général, mais là encore, il y a aussi des parcours de vie spécifiques et ils sont pas tous à la bonne hauteur. Donc là aussi, c'est important de se poser la question. Mes administratifs, la personne, là où les personnes qui doivent relancer les factures, elles n'ont pas un rôle super sympa. Donc en face, les réactions sont pas super sympas. Plus ou moins, bien sûr, ça dépend comment on fait les choses. Mais ça aussi, ça s'apprend. Et c'est aussi des compétences relationnelles. Donc, quel est le plan, quelle est la stratégie que je pose en lien avec le niveau de service, la vision et la stratégie de service que je vais déployer. Et c'est super important. Petit détour philosophique, je lisais un livre qui s'appelle Le courage de ne pas être aimé, qui est à moitié de la philosophie, et la personne disait, tous les problèmes que vous rencontrez dans votre vie sont des problèmes interpersonnels, c'est-à-dire qui sont liés aux relations humaines. Ouais. Et quoi qu'il arrive, dans tout ce qu'on fait, on va au travail, en fait, la première chose qui se passe, c'est une relation avec un autre humain, on va dire. Ouais. Et donc, le gars est en panne, on va pas direct sur la machine. On arrive chez lui, qu'est-ce qu'on fait? On le voit, on le dit bonjour, on discute. Des fois, ça se passe bien, des fois, on se s'engueule, ou le gars, il est en panne, il appelle, première chose qui se passe, c'est une relation humaine. Ouais. Donc, c'est ça qui est fou, c'est que, on se base à fond sur les compétences techniques et tout, et on oublie un peu la relation humaine, alors que, finalement, c'est 90% de notre travail, quoi. C'est d'interagir avec les chefs, les salariés, nos collègues, les clients, etc., etc. Pardon, j'ai un tout petit point là que je veux souligner sur ce que tu viens de dire, avec un point particulier, que deux personnes prises individuellement peuvent sembler bien câblées, avoir de bonnes capacités relationnelles. Et l'enjeu, c'est comme tu le disais, c'est quand on les met ensemble. C'est-à-dire que la réflexion et ce qui va faire la qualité relationnelle d'une entreprise, c'est sa capacité à gérer les interactions.
ce n'est pas qu'une question individuelle. C'est-à-dire qu'il y a des compétences individuelles à avoir, mais à confronter de façon dynamique. Donc, la mise en situation, le fait d'apprendre en faisant et de corriger dans le faire, dans l'action, dans les interactions avec les personnes que j'ai, avec des clients que j'ai, avec les fournisseurs que j'ai, c'est aussi ce qui permet de réguler. Et les instances, la façon dont on manage nos équipes, doivent contenir des temps de régulation de ça pour se réajuster en dynamique. Ce n'est absolument pas statique. C'est pour ça que il suffit pas de faire une formation. Je fais 3 jours de formation et après c'est réglé. Non, ça va évoluer en permanence parce que c'est cette dynamique-là. Et chaque rencontre se fait avec des personnes qui sont forcément différentes, qui emmènent des choses différentes et qui créent des contextes nouveaux systématiquement. Donc on est bien dans la question de l'interaction et c'est très important ce que tu soulignes. C'est ça, un puissant fond. Pour en revenir à l'article là de la France agricole, les agriculteurs sont-ils trop rudes avec les concessionnaires? Moi je suis le premier spectateur du podcast Good Morning SAV. Si je l'avais lu il y a un an, ce truc, j'aurais dit bah ouais, de toute façon ça a toujours été comme ça et on se fait engueuler parce qu'on va réparer leurs trucs qui sont en panne, c'est la galère, que ça soit en hiver, en été, en automne, de toute façon ça va jamais. Maintenant, on a fait 33 épisodes. Quand je l'ai lu ce matin, je me suis dit bah déjà ça m'étonne pas parce que vu comment on traite le SAV chez nous, pourquoi eux ils le traiteraient correctement? C'est le premier truc que je nous ai entendu en parler, je me suis dit mais et j'ai écrit un post LinkedIn que j'ai remis devant mes yeux qui va apparaître lundi où c'est ce que j'ai écrit, je dis mais de toute façon on a toujours nous-mêmes maltraité les techniciens déjà même, voilà, mon fils n'ira pas ou ma fille n'ira pas dans la filière technique parce que c'est pour les bêtes. Voilà, gros cliché. Et puis alors, de toute façon, le SAV, il gère que des merdes, voilà. Je peux vendre n'importe quoi, le SAV ira... Enfin, on le piétine tout le temps, donc moi, ça me surprend pas de voir un article où on dit les agriculteurs sont rudes avec les concessionnaires. Bah ouais, on se respecte pas nous-mêmes. Ouais, c'est juste fondamental, et comme tu le dis, hein, on l'a abordé sous beaucoup d'angles jusqu'à présent. Une des clés, peut-être, j'y suis passé peut-être un peu vite tout à l'heure, c'est la question des limites, la façon dont on pose des limites. La façon dont je vais regarder mon SAV va déterminer les limites que je vais poser. Si je considère que c'est un service fondamental de l'entreprise, si je considère que c'est grâce à lui que je développe la fidélisation, la sélection, la fidélisation de mes clients, si c'est grâce à lui que je peux générer une vraie rentabilité sur du moyen long terme, si c'est grâce à lui que je vais pouvoir développer de nouveaux produits, de nouvelles machines, parce que je comprends mieux le marché, je comprends mieux les usages. Si j'ai ces grandes lignes directrices-là en tête, forcément, je vais essayer de mieux le traiter. Le fait de mieux le traiter, ça veut dire que je vais poser des limites différentes sur ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. En interne, entre mes propres équipes, entre les personnes du SAV entre elles, entre les personnes du SAV et les autres services. Donc tout ça, ça va se clarifier et s'ajuster. Si ça s'ajuste, si les limites sont plus claires, mes équipes, quand elles vont vivre des situations tendues, elles seront un peu plus en capacité de poser aussi elles-mêmes leurs limites. Et si elles n'y arrivent pas, je jouerai mon rôle en tant que responsable ou manager et à travers mes processus. Mes processus sont aussi une expression des limites de ce que j'accepte ou ce que je n'accepte pas. Pour conclure peut-être ce morceau-là, je vais vous dire une petite phrase que je dis souvent en formation, c'est que ce que vous laissez faire, dit aux autres comment vous voulez qu'ils vous traitent. C'est beau ça. C'est de toi ou... C'est ma formulation. mais qui est complètement factuel. c'est ce que je dis. Et alors, je rajoute encore un point. Je sais plus, c'était quand. Mercredi, j'ai été faire des vidéos pour un gros constructeur de tracteurs. On était dans une concession et le coordinateur technique dit à l'inspecteur technique avec qui j'étais c'est bon, on arrive à faire signer des documents avant d'aller en intervention et on compte de plus en plus les heures. Et moi, quand j'ai lu cet article, c'est pareil, je me suis dit, mais on a vraiment on travaille pour des agriculteurs, mais on a deux mondes qui s'affrontent, c'est-à-dire que les agriculteurs, et moi je suis fils de paysan, alors je le sais très bien, c'est que les mecs ne comptent pas leurs heures. Oui. Et ça a toujours été. Oui. Et c'est leur modèle à eux, voilà. Moi, mon père, il est éleveur laitier, il commence à 6h30, il s'arrêtait à 19h30 minimum, et quand c'était la moisson, il arrivait qu'on travaille plus de 24 heures par jour, quoi. Et moi, ça m'a toujours paru normal. Maintenant, quand je regarde comme ça, je me dis, mais c'est un monde complètement pété du casque. Alors, des fois, on a des pics
Et on est obligé. Il va pleuvoir, t'as un orage, tu récoltes ton blé, bah vas-y. S'il faut travailler 24 heures, tu travailles 24 heures, c'est ta récolte, c'est normal. Mais de l'autre côté, t'as les concessionnaires où, comme le disait le coordinateur technique, il faut qu'il fasse signer des documents qui comptent toutes les heures, parce que s'il compte pas toutes les heures, comment il peut faire tourner sa boutique? Donc on a des gens d'un côté qui doivent compter toutes leurs heures pour faire tourner leur concession, et de l'autre côté, t'as des mecs, le temps pour eux, je vais pas dire qu'il est gratuit, mais c'est un peu ça. Et je me suis dit, mais comment tu veux que ça marche, en fait? Parce que il y a deux mondes qui peuvent pas se comprendre, quoi. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand t'arrives avec tes 10 heures de dépannage, le mec, il veut pas payer sa facture à 80 € de l'heure. Ah, tu te rends compte et tout, 10 heures pour faire ça, alors que t'as serré des blonds. Enfin, et finalement, cette rudesse aussi, je pense, elle naît de cette incompréhension par rapport au temps, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Complètement. Il y a un vrai décalage de culture. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en début d'épisode sur le fait que ce sont des utilisateurs propriétaires de leur matériel qui utilisent le matériel pour des besoins qui leur sont propres et dont leur vie professionnelle et financière dépend. Donc les enjeux sont très élevés et effectivement ce rapport au temps où je fais ce qu'il faut quand ça doit être fait, il peut pas être le même dans une concession, chez un fabricant, chez un distributeur, chez un loueur, il peut pas être le même. Parce que, il y a une éthique, okay, je peux pas épuiser les gens. 2, c'est pas leur entreprise pour la plupart, ils sont en salariés d'une entreprise. 3, il y a un droit du travail que je dois respecter, heureusement. Il y a quand même des règles qui ont été posées pour assurer que tout le monde puisse vivre le mieux possible sans s'épuiser au travail. Donc, ça crée une tension aussi très très forte parce que il y a un peu une espèce de France à plusieurs vitesses, on pourrait le dire comme ça, qui est liée à l'activité en elle-même. Le statut des agriculteurs, c'est un statut vraiment à part, qu'on retrouve presque nulle part. Enfin, en tout cas, on le retrouve dans quelques milieux, mais très peu. Donc, il y a une vraie question de société à comment nous considérons les personnes qui produisent la nourriture dont nous avons besoin. Là, il y a un vrai sujet, c'est un enjeu de société. On va pas le traiter dans cet épisode-là, mais c'est un vrai enjeu. On pourrait aborder la question. Et puis le deuxième enjeu, c'est comment ça cohabite, comment des personnes dans ce contexte-là puissent se sentir réellement soutenues, aidées, accompagnées par les personnes qui arrivent en voulant bien faire, mais qui arrivent avec un contexte très différent, des process très différents. Et ça demande beaucoup de dialogue, ça demande de prendre le temps de regarder les différents segments que l'on a de clients. Parce que ce qu'on dit là avec l'agricole, c'est vrai dans tous les métiers. C'est juste plus ou moins bien fait. C'est finalement quels sont mes clients, mes segments de clients, quels sont leurs usages, quelles sont leurs contraintes à ces segments, et comment je peux m'adapter à leurs contraintes tout en tenant compte des miennes, parce qu'il ne s'agit pas de supprimer les miennes. Et ça passe par le dialogue. Si on ne se met pas autour de la table pour en discuter, en montrant qu'on tient réellement compte des contraintes de l'autre, on rentre dans des logiques de coopération, on a un peu abordé déjà le sujet dans le passé. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas trouver des façons de faire qui soient les plus adaptées possibles. On s'impose l'un l'autre nos contextes, nos façons de faire, et ça c'est forcément rude. Et tu parlais de l'enjeu de faire comprendre au monde entier le rôle des agriculteurs et comment ils travaillent. J'allais dire transition toute trouvée, parce qu'on a le même problème du côté technique. On manque de techniciens, voilà, on leur dit que en plus les filières techniques, c'est pas, voilà, faut pas y aller, machin, on est tous, faut faire des masters, des trucs comme ça. Et encore une fois, je trouve qu'on est nos pires ennemis parce que nous, ce qu'on fait dans le domaine, ça commence à changer, mais voilà, c'est qu'on monte nos machines, on en parlait dans un dernier épisode, les tracteurs, on a que des vidéos et de la com là-dessus. Et encore une fois, comment on peut faire comprendre aux agriculteurs, mais aussi au reste du monde, comment il fonctionne notre monde si les seuls trucs qu'on leur montre, c'est des machines, quoi. Et c'est ça aussi, c'est que il y a encore trop peu de personnes qui font l'effort de montrer c'est quoi le quotidien d'un technicien, qu'est-ce qui se passe quand on va le suivre, quand il va aller dans une intervention à minuit sur une moissonneuse et qu'il va se faire engueuler. On va le suivre quand c'est un peu plus cool, il fait une vidange en hiver. Mais il se passe quoi vraiment ? Pour l'instant, quand je regarde tout le microscope du matériel agricole, on voit pas ça. On voit que de la machine. Et je trouve que ça n'aide pas non plus à faire comprendre c'est quoi les enjeux d'une concession.
pourquoi ils comptent leurs heures, pourquoi ils font signer des documents, pourquoi ils me font signer un document, moi, un paysan, j'ai autre chose à foutre, je suis dans le juge, j'ai pas le temps de signer son truc, je m'en fous. Bah non, voilà, parce que c'est comme ça que ça marche, pour ces raisons. Enfin, il y a tout ce truc, en fait, qui est complètement passé sous silence, et c'est vraiment dommage. Ça amène une belle conclusion qui est que derrière l'équipement, il y a d'abord et avant tout des humains, il y a d'abord et avant tout des relations humaines, et que ces relations humaines, elles doivent être considérées à leur juste hauteur. Belle conclusion. À vous les studios. Si vous avez des témoignages à nous faire passer, ils sont les bienvenus. Allez, ma foi, bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. C'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sache que c'est Laurent Bella avec sa société Service Essence qui propulse ce podcast. Service Essence propose des services pour améliorer ton SAV, des formations, du consulting et tout un tas d'outils qui pourront te faire passer un cap avec ton entreprise. À bientôt!